Bonjour à tous et bienvenue. L'Autorité nationale de la presse, l'ANP, organise du 14 au 19 avril 2024 la première édition de la Semaine nationale de la presse à Abidjan avec le concours des professionnels et des experts du monde des médias, décryptage dans sa fait l'actualité. Que pensent les populations de la presse ivoirienne? Les réponses au micro d'Ève Boué. Je dirais qu'on n'est pas trop véridique dans ce qu'on écrit. On a tendance à suivre, chacun suit son bon politique au fait. On ne regarde pas ce que la population vit ou traverse pour décrire ce qu'on doit écrire réellement. On écrit selon nos désirs, selon nos besoins, selon nos envies et non ce que la population a besoin. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas trop véridiques au fait. La presse ivoirienne, à mon avis, elle est un peu partisane. Voilà, un peu partisane parce que y a un peu de pression, je ne sais pas si à quel niveau, mais ils veulent faire plaisir à leurs partisans. Du moment où l'Internet déjà nous fournit tout, voilà, du coup, ils sont souvent amenés à plutôt dire ce que déjà l'Internet l'Internet nous dit déjà. Du coup, il y a un manque de responsabilité, puis de fouille, voilà. Je ne dirais pas que je ne lis pas vraiment les journaux, la presse écrite, je ne lis pas trop, mais je me dis, ils relaient les informations, comme tout autre, ils relaient les informations. Ils essayent un peu d'aggraver un peu la situation en fonction des thèmes qu'ils abordent. Voilà, le titre, même quand tu lis le titre, tu as l'impression que vraiment la situation est vraiment grave dans le pays, ça alerte le peuple. Mais quand tu regardes dans le fond, il n'y a pas de contenu au fait. Voilà, c'est pour juste relayer une petite information, le titre est vraiment interpelle, mais le fond, on ne voit pas, il n'y a rien du tout. Personnellement, moi je ne lis pas. Moi je lis pas. Actuellement, là, on est plus sur les réseaux sociaux. Quand il y a un test qui vient, ou bien il y a quelque chose qui vient, c'est plus sur les réseaux sociaux. Les gens sont plus dans le visuel et on écoute plus, on essaie de regarder. Mais lire, là, actuellement, je ne sais pas si les gens achètent les journaux encore. Je ne sais pas. Ça, c'est avant. Avant, il y avait des titres qui ne collaient pas avec l'actualité. Et maintenant, aujourd'hui, avec les sanctions, il y a eu un redressement à ce niveau-là. Il y a des journaux quand même qui sont proches de certaines personnes, de certains hommes politiques. Voilà. Donc il faut se détacher un peu pour aller à la réalité, pour donner les vraies informations. L'information est un bien public et ce bien public est indispensable au bon fonctionnement des démocraties. En effet, historiquement, les journaux, puis la radio, la télévision et aujourd'hui Internet jouent un rôle clé dans le processus démocratique. Mais force est de constater ces dernières années un désintérêt, voire de la défiance envers les professionnels des médias. En Côte d'Ivoire, les chiffres publiés chaque trimestre par l'Autorité nationale de la presse en témoignent. Comment inverser la tendance? Comment recouvrer cette confiance? Et que fait l'ANP précisément pour en parler? Je reçois M. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, l'ANP. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors on va déjà prendre connaissance de votre entité, celle que vous présidez, l'ANP. Qu'est-ce que c'est exactement? L'ANP, c'est l'acronyme de l'Autorité nationale de la presse. C'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller à la mise en œuvre et à l'observation des règles édictées par la loi, tant sur la création de l'entreprise de presse que sur le produit de l'entreprise de presse, à savoir le journal et le journalisme. C'est-à-dire que finalement, vous êtes à la presse écrite, ce que la AK est à l'audiovisuel. Exactement, à la presse écrite et à la presse en ligne. À la presse en ligne. Et donc, vous avez un rôle donc, de régulation. Oui. On imagine que vous avez aussi un rôle de sanction et de pédagogie. Qu'est-ce que vous faites à chaque fois pour ces différents démembrements? Au quotidien, déjà, tous les jours, nous passons en revue la presse écrite et la presse en ligne selon le code de déontologie adopté par les Ivoiriens et les journalistes ivoiriens eux-mêmes déjà. Donc, c'est leur outil de travail et puis la loi. Donc, en fonction de ces deux outils, nous observons toute la production éditoriale. Et puis, en cas de manquement, nous interpellons, nous avertissons, nous pouvons blâmer. Ce sont des sanctions du premier degré. Et en cas de récidive notoire ou en cas d'une déviation grave, le responsable de l'entreprise de presse, à savoir le directeur de publication, le responsable légal, et le journaliste
auteurs de l'article en cause sont convoqués devant le Conseil pour être entendus sur les motivations, sur les raisons. Et il peut arriver alors qu'il y ait une sanction du second degré qui consiste soit à une amende pécuniaire, soit à une suspension de parution pendant un certain temps. Et vous êtes déjà arrivé jusque-là? Ah ben oui, c'est déjà arrivé. Ça arrive de moins en moins, et c'est tant mieux, mais c'est déjà arrivé. Et en termes, donc ça c'est au niveau des sanctions, et en termes par exemple de pédagogie, qu'est-ce que vous faites pour notre corporation? Ben justement, on essaie de faire en sorte que les règles édictées par les journalistes eux-mêmes, j'insiste là-dessus parce que la loi, on peut dire que la loi s'impose à nous, mais nous sommes aussi, nous avons contribué à la rédaction de cette loi. On a participé en tout cas à la rédaction de la loi. Donc on est aussi auteur en quelque sorte de ce qui est dans la loi, mais le code, c'est nous qui l'avons élaboré, c'est nous qui l'avons adopté. Déjà en 1992, puis en 2012, je crois, ça fait 10 ans. Et c'est le bréviaire du journaliste, en quelque sorte. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Donc, la régulation éditoriale va donc nous amener à observer l'état des lieux, mais nous nous sommes dit aussi que parfois, on peut arriver dans le métier, et même sans être informé qu'il y a un code. Vous voyez? Mais je peux me dire que par le passé, nos aînés, il n'y avait pas de code à l'époque. On n'enseignait pas le code à l'école. Nos aînés, quand je parle, paix à son âme, Laurent Donafologo, tous ceux qui sont passés avant nous, mais travaillaient selon nos valeurs traditionnelles. Un code, après tout, ce sont les valeurs qu'on observe. Et ces aînés travaillaient selon les valeurs. Et aujourd'hui, on a un code, et il nous faut observer le code. Et nous nous sommes dit, il était bon qu'on puisse accompagner. Certes, on nous considère comme le gendarme du secteur, mais nous sommes plus, moi je souhaite qu'on nous considère plus comme un juge de paix, à savoir que nous accompagnons les acteurs du secteur, et pour ce faire, nous avons créé des activités. Par exemple, nous avons une activité mensuelle dénommée ANP Academy, où nous recevons une fois par mois des journalistes pour renforcer leur capacité. La dernière session a lieu le jeudi dernier, c'était sur le thème de la présomption d'innocence. Parce que au monitoring, c'est-à-dire le contrôle que nous faisons tous les jours, nous avons constaté cette récurrence dans la violation de la présomption d'innocence de nos compatriotes, nos concitoyens. Donc, on a initié une formation en ce sens. Par ailleurs, nous avons aussi initié une activité qu'on appelle le masterclass, où nous avons constaté que dans nos journaux, il y a très peu de grands genres. Et quand il y en a, il y a une confusion du genre. Les grands genres, c'est le reportage, l'enquête, l'interview. Et on a constaté qu'on peut faire un reportage et le qualifier d'enquête. On fait une interview, on pense que c'est un reportage. Donc, nous avons initié cette activité, masterclass, qui a consisté à faire appel à des volontaires journalistes qui veulent renforcer la capacité dans le grand genre. Ils ont été encadrés pendant 4 mois par des professionnels aguerris, des anciens journalistes, effectivement, qui ont fait leurs preuves sur le terrain, qui sont venus pendant 4 mois renforcer sa capacité d'une trentaine de journalistes. Alors, c'est la mesure d'accompagnement. Pour rester dans cet état d'esprit de pédagogie, qu'est-ce qui a motivé cette initiative de créer la Semaine de la Presse, finalement? Nous sommes dans une société de l'information. En Europe, ils y sont depuis moins de 2 décennies. Nous y entrons de plein pied. Et ça, grâce à l'avènement du web associatif. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous vous retrouvez productrice, Madame Didier, d'information. Le citoyen lambda, avec son smartphone, peut produire une vidéo parce qu'il a assisté à un événement, et cette vidéo, il va la partager avec d'autres personnes. Et donc, dans cette société de l'information, il y a des règles. Et notre souci, notre souhait, c'est de faire en sorte que nous puissions partager ces règles avec le plus grand nombre, pour que le citoyen lambda puisse lui-même déjà faire le tri entre les informations qu'il reçoit ou qu'il est prêt à diffuser. Est-ce que ces informations sont sourcées? Est-ce que ces informations sont datées? Est-ce que ces informations ont un lieu précis? C'est souvent que nous voyons sur les groupes WhatsApp des vidéos tournées à l'autre bout du monde, qu'on nous fait croire que ce sont des vidéos tournées dans notre espace géographique immédiat, alors qu'à la vérité, ce n'est pas vrai. C'est de la manipulation. Ça, il faut que les citoyens sachent déjà qu'en recevant une information, il y a des comportements à observer face à cette information-là. Or, comme il est
harcelés tous les jours par un flux d'informations immense. Quand vous vous levez le matin, vous prenez votre smartphone, vous avez un flux d'informations, comment faire le tri? Alors c'est ainsi que nous avons voulu penser à cette semaine de la Nation de la presse qui va nous amener à aller vers les élèves. Vous voyez, nous voulons les prendre à ce niveau-là déjà pour les amener à faire la différence entre intox et infox. Alors, vous allez nous expliquer comment ça se passe. Déjà, la conférence inaugurale a pour thème médias, esprit critique et engagement citoyen. Oui. Pourquoi ce choix et concrètement, comment ça se présente? Médias, facile à comprendre. Esprit critique, c'est d'amener le citoyen à être déjà dans le doute face à l'information. Avoir un esprit, un recul face à l'information, qui ne forward pas tout de suite, qui ne retransmette pas tout de suite, pour parler en français, une information qu'il a reçue. Qu'il se pose déjà des questions. Est-ce que cette information est vraie? Est-ce qu'elle est plausible? Est-ce qu'elle est probable? Est-ce qu'elle est réelle? Un certain nombre de questions, de questionnements. C'est l'esprit critique déjà qu'on a vis-à-vis de ce produit qui peut être dangereux, on l'oublie souvent. Une information peut être nocive et dangereuse. Si on transfère cette information-là, on devient, je ne dirais pas co-auteur, mais on devient complice, en quelque sorte. Et la loi sur la cybercriminalité est là, justement, pour sanctionner ce genre de comportement. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait aller vers le citoyen, dans une société qui a ses règles, la société de l'information, et essayer de contribuer. L'ANP n'est pas maître d'œuvre en la matière. Nous contribuons à cette éducation du public aux médias et à l'information. Et c'est ainsi que nous allons d'abord vers les élèves et les étudiants. Alors, quel est le programme de la semaine? Ça a commencé ce matin. Tout à fait. La cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le ministre, je profite de l'occasion pour remercier le ministre de sa présence au cours de cette cérémonie. Il y avait aussi la présence de 3 anciens ministres de la communication qui nous ont fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie d'ouverture, qui a été le point focal de cette cérémonie d'ouverture, c'était la conférence inaugurale sur justement médias, esprit critique, engagement citoyen, conférence prononcée par le professeur Hugues Koné de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après ça, on a eu un panel avec la société civile, l'association des femmes juristes et l'association des jeunes, le conseil des jeunes, pour nous parler de quel est l'état des lieux face à cette thématique. Comment leur organisation se comporte face au flux d'informations qu'ils reçoivent. Ça a été un débat assez enrichissant de mon point de vue. Alors ça, c'est la première journée. La deuxième journée, à partir de demain, nous aurons 2 panels de façon simultanée. Un panel à l'ISTC Polytechnique, juste à côté de vous ici, et un panel à l'UFRICA, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et ces panels-là, nous les consacrons, ces 2 panels, aux femmes journalistes, étudiantes. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, c'est un métier qui, au départ, avait quelques aspects misogynes. Et ce n'était pas évident pour les femmes de pouvoir exercer dans ce métier. Mais de plus en plus, il y a des femmes qui arrivent. Et on m'a fait comprendre que dans les écoles de formation professionnelle en communication ou en journalisme, il y a au moins 80% de l'effectif, ce sont des femmes. Alors, nous nous sommes dit, on va prendre les aînés qui ont fait leur parcours dans le métier, aussi bien en journalisme, en communication, en réalisation, pour venir échanger avec leurs cadettes pendant ces panels-là. Donc il y aura ces 2 panels à l'ISTC et à l'UFRICA. Je pense même qu'il y a une panéliste de la RTI, réalisatrice à la RTI, qui va participer à ce panel-là. Ça, c'est la deuxième journée, là, donc demain. Et concomitamment, pendant toute la semaine, nous allons aller vers les écoles secondaires. Échanger, il y a des spécialistes que nous avons identifiés, des journalistes spécialistes en la matière, qui vont aller dans les écoles secondaires. Nous avons identifié 8 écoles sur Abidjan, dans le district d'Abidjan, pour échanger avec les jeunes de la seconde à la terminale sur le thème intox, infox, comment déterminer la vraie information. Et parallèlement à cela, parce que nous avons mis vraiment le focus sur les enfants, sur les jeunes. C'est vrai aussi que quand on a initié ce projet, quand on a commencé à le mûrir, c'était en 2023, c'était l'année de la jeunesse. Donc le focus était sur les jeunes et nous sommes demeurés sur ce focus-là. Nous avons voulu susciter la création de journaux écoles. À l'occasion de la semaine de la presse, nous lançons un concours du meilleur journal école et un concours du meilleur article du journal école pour encourager les jeunes. Vous voulez susciter des vocations? Susciter des vocations, effectivement. Parce que nous avons en arrière-plan
le rêve, je dirais, de voir des écoles créer des clubs de presse, que l'ANP est disposée à pouvoir les accompagner dans l'animation pour amener les jeunes à avoir le goût de l'actualité, le goût de la lecture. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce pertinent micro-trottoir d'Ève Boué. Une personne disait douter de la véracité des propos tenus parfois dans nos médias, dans la presse. Est-ce qu'on peut, nous, médias, être à l'origine des fake news et la presse écrite aussi? Et comment s'en prémunir? C'est déjà arrivé, hélas, que un fake news qui a fait le tour du monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a fait le tour du monde, malheureusement est parti de la Côte d'Ivoire. C'était cette histoire d'un joueur qui a préféré léguer sa fortune à sa mère, enfin, pour ne pas que sa compagne... Vous vous souvenez de cette histoire? Tout à fait. Fake news, mais ça a été repris par des médias entre griffes qui seraient au-dessus de tout soupçon. Vous voyez, c'était lamentable. Mais parce que simplement ces médias entre griffes au-dessus de tout soupçon n'ont pas fait le minimum de travail que nous impose notre métier, à savoir vérifier la source. Et partir du fait qu'aucune source n'est crédible. Et avoir le doute permanent face à une information. Je le disais tantôt au cours d'une rencontre, si je vous dis, Madame Didier, sur Korogo, il neige, vous dites à M. Kone, l'ANP, c'est une source crédible. Et vous êtes capable de forwarder cette information, alors que la probabilité pour qu'il neige à Korogo est presque nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que moi qui vous ai donné l'information, je peux paraître une source crédible, l'information est fausse. Pour vous dire qu'aucune source n'est crédible. Et on peut aller plus loin. Mais pour qu'une source veut que l'information soit connue, quel est l'intérêt de la source pour qu'une information soit connue? Il y a forcément un intérêt. Cette source a forcément un intérêt pour que l'information soit connue. Est-ce que c'est un intérêt général ou c'est un intérêt particulier? Et quel est l'impact de cette information sur la communauté? Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser face à une information. Alors, un autre, toujours dans ce même micro-trottoir, affirme observer une amélioration suite aux sanctions qui, on imagine, émanent de vous. Elles sont vraiment dissuasives et efficaces, vous pensez? Nous avons moins de sanctions, mais il faut aussi dire que la presse est le miroir de la société. On l'oublie, la presse évolue dans une société, elle est le reflet de la société. Quand cette société est apaisée, manifestement, la presse, qui est l'écho de la société, est apaisée. Mais quand la société commence à être... il y a des bruissements dans la société, ces bruissements se répercutent dans la société. Donc, je ne voudrais pas tirer sur nous la couverture pour dire qu'il y a l'amélioration du fait des sanctions. Non, c'est du fait qu'il y a quand même des mesures d'accompagnement, de renforcement des capacités qui permettent aujourd'hui aux journalistes de travailler selon les règles de l'art. Mais pour rester sur cet aspect qualitatif, on a souvent associé la presse écrite à, on va dire, l'élite du journalisme. On a toujours fait une distinction entre les journalistes de presse écrite et d'autres médias. Vous pensez que c'est toujours vrai? Et pour quelles raisons, ce prestige? Ce prestige qui est d'une autre époque, de mon point de vue, s'expliquait simplement par le fait que dans la presse écrite, on prend le recul vis-à-vis de l'actualité pour faire des analyses. On apporte de la valeur ajoutée à cette information. Il y a dans le micro-trottoir, j'ai beaucoup aimé votre travail de micro-trottoir, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Il y a une dame qui a dit, ce qu'on trouve dans la presse, on l'a déjà entendu. Vous voyez? Quand on prend le temps de l'information, quand nous sommes entrés dans le métier, le temps de l'information à l'époque, c'était de 24 heures pour la presse écrite. Vous assistez à un événement aujourd'hui, c'est le lendemain que vous avez le compte rendu de l'événement dans les journaux. Et puis après, est arrivé la radio. Le temps s'est réduit. Après est arrivé la télé. Tu commences à faire de l'information en continu. Le temps s'est réduit. Avec l'Internet aujourd'hui, le temps, c'est l'instantanéité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le travail de la presse écrite, le journaliste de la presse écrite ne peut plus travailler comme à l'époque du grand-père ou de papa. Parce que cette information, aujourd'hui, tous les citoyens ont accès à l'information. Le journaliste n'est plus celui qui va prendre le flot d'informations, faire le tri et mettre à la disposition
du public l'information qui... Mais quelle sera sa plus-value alors, si tout le monde dispose déjà de cette information? Il faut d'abord s'adapter. Quand moi je suis entré dans ce métier, c'est l'agence citoyenne de presse qui mettait les dépêches à la disposition de la RTI, de la radio, qui faisait son flash à 6 h du matin. C'est-à-dire que c'est l'AIP qui faisait le tri des informations tombées toute la nuit à la disposition du journaliste qui montait à la radio pour faire son flash. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais alors, la valeur ajoutée, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Un accident de la circulation. Il arrive bien souvent dans nos pays. Se passe un vendredi. Les réseaux sociaux en parlent. La presse en parle le samedi. La télé en parle. Et puis le lundi matin, la presse arrive, accident de la circulation, sur l'axe, je ne sais pas quoi, 10 morts. Point. Mais cette information, elle est périmée, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors qu'un journaliste puisse dire, sur cet axe-là, pendant telle période, il y a eu tant d'accidents et des accidents, ainsi de suite. Donner une valeur ajoutée, un background à cette information, va peut-être amener le lecteur à s'intéresser à la presse. Mais si c'est pour rapporter ce qu'il sait déjà, mais pourquoi voulez-vous que j'achète un journal à 300 francs pour apprendre ce que je sais et parfois me donne de la migraine? Quelqu'un l'a dit. Quand je lis la presse, souvent on a l'impression que tout brûle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est stressant. Mais les titres, vous savez mieux que moi que c'est pour attirer le chaland. Mais je voudrais qu'on revienne aussi sur ce côté partisan qui est souvent constaté, observé et déploré par les populations de la presse ivoirienne. Oui, mais je pense que ce côté partisan peut s'expliquer. Je ne l'excuse pas, mais je pense que ça peut s'expliquer. Il suffit de remonter à l'origine de la création d'un titre. Qui a créé le titre? Qui est le propriétaire du titre? Les partis politiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou les politiciens. Et comme on sait que qui paye commande, alors on aide. Et on se retrouve à faire un journal de communication et non un journal d'information. Il y a une nuance. Quand on fait de la com, on ne cherche pas à équilibrer l'information. On veut vendre un produit, on veut vendre une marque, on veut vendre un parti, on veut vendre un individu. On fait de la communication. Ce n'est pas péjoratif, hein, mais on ne fait pas de l'information. Parce que qui dit faire de l'information cherche à équilibrer pour que le citoyen qui lit un article puisse lui-même se faire son opinion. Alors quand on fait la communication, on ne cherche pas. Au contraire, on cherche à... je ne dirais pas à manipuler cette opinion-là, mais à attirer l'opinion vers soi. Oui. Mais justement, quelques mots peut-être au vu de votre expérience, votre expertise, sur le rôle que devrait peut-être plutôt être celui de la presse en général et plus largement des médias dans notre pays, sans faire procès d'intention à quiconque. Déjà, doit-on se satisfaire de l'état de notre presse et plus largement des médias, du journalisme dans notre pays? Je pense qu'il faudrait quand même que les acteurs du secteur se remettent quelque peu en cause. Quand je prends les chiffres de vente, sur une douzaine d'années, de 2011 à 2013, nous sommes passés de près de 6 milliards de chiffre d'affaires de vente de la presse, 5 milliards 895 millions en gros, à moins de 800 millions, peut-être 600 millions en 2023. Vous voyez un peu je fais dire la dégringolade du chiffre d'affaires. Ça pose un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit, il y a différents facteurs, hein, ça je suis d'accord. Je vois des éditeurs de presse qui vont peut-être pousser des cris. Il y a différents facteurs. Mais de mon point de vue, un des facteurs les plus importants, c'est le produit qu'on met à la disposition du client. La qualité? La qualité du produit, le contenu du produit. Nous avons fait une enquête, un sondage national d'opinion qui va paraître bientôt sur comment s'informe l'Ivoirien en 2024. Qu'est-ce que nos compatriotes reprochent à nos journaux? Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir dans nos journaux? Nous avons posé 40 questions à une population d'environ 3000 personnes. 2870 personnes, 2970 personnes exactement, pour savoir leur opinion sur le produit et qu'est-ce qu'ils souhaitent. Parce qu'il est bon qu'on puisse donner au lecteur ce qu'il attend. Ce n'est pas gratuit le journal qu'on lui donne. Même quand c'est des journaux gratuits, il faut que le contenu l'intéresse. À plus forte raison quand tu dois payer ce produit. Mais on va au supermarché, on achète le produit qui répond à nos besoins.
Donc on attend avec impatience le résultat de cette étude, tous autant que nous sommes. Mais dernier mot encore une fois, parce que bon, je n'ai pas eu le temps de connaître votre carrière lorsque vous l'exerciez, mais votre réputation vous précède. Et j'aimerais, en cette qualité, que vous donniez un message peut-être à ces jeunes qui veulent épouser ce métier. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi un journaliste entre guillemets digne de ce nom? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Ce qu'on attend de nous, je pense que on attend de nous tout sauf d'être justiciers. Nous ne sommes ni un agent de police ni un juge. Nous faisons de la médiation. Un média, nous faisons de la médiation entre la société, entre les gouvernants et les gouvernés, en essayant d'être le plus équilibré possible, en prenant du recul vis-à-vis des faits. Notre métier dit bien, les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. Mais au moins, donnons les faits, ne dénaturons pas les faits. Et c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui sont témoins des faits, témoins premiers des faits. Et quand ils relisent ces faits dans la presse, ils se demandent, mais de quoi on parle? De quoi il s'agit? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça entraîne un certain désamour vis-à-vis de la presse. Et notre activité de la Semaine nationale de la presse, justement, vise à refaire ce pont, à rétablir ce pont entre les médias et les citoyens. Les médias ont besoin des citoyens. Les citoyens ont besoin des médias. Un citoyen bien informé est utile à sa communauté. Un citoyen mal informé peut être un danger pour sa communauté. Écoutez, ce sera sur ces belles paroles que s'achève cet entretien. Monsieur Koné Samba, merci infiniment d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et excellente semaine de la presse à vous et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention et restez sur RTI 1.